Aujourd'hui, dans Baby Mams, on parle d'un sujet sensible, le corps après la maternité. Vergeture, ventre, poitrine, on donne la vie, mais on ne retrouve pas toujours son corps. Alors certaines femmes choisissent la chirurgie, mais pourquoi? Est-ce un choix personnel ou une pression de la société? Pour en parler, je reçois le docteur Cheikh Diakité, chirurgien esthétique, et avec lui, on va débattre ensemble sur ce sujet parfois tabou, mais très réel. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Bonjour Cheikh. Bonjour Delali. Bonjour docteur Cheikh Diakité. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors je le tutoie parce que je le connais. On a fait plusieurs émissions du Cœur des Femmes ensemble. Donc voilà, souffrez que je le tutoie aujourd'hui. Alors Doc, dis-nous tout. Déjà, j'ai dit chirurgien esthétique, mais c'est plus que ça, tu as une spécialité. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bon, déjà, merci de m'avoir invité dans ce beau podcast. Merci à toi d'être là. J'ai vu plusieurs extraits, donc c'est vraiment top et en plus de parler de ce sujet. Oui. Donc, effectivement, moi, je suis chirurgien maxillofacial esthétique à Abidjan et je suis fondateur du cabinet médical Enseli. C'est ça. Qui est à Abidjan, à Cocody. Et donc, je suis spécialisé dans le visage. Oui. Avec une vraie expertise sur les peaux noires et la morphologie africaine. Voilà, mon cabinet est également spécialisé dans le visage et dans le corps, avec justement les produits, des technologies adaptées à notre peau et puis à notre morphologie. D'accord. Et donc, tu t'occupes aussi des femmes qui ont accouché et qui ont besoin de retrouver leur corps. Qu'est-ce que tu dirais en termes de pourcentage, à peu près, qu'est-ce qu'elles représentent ces femmes qui viennent après la maternité, après leur grossesse? Alors, au cabinet, on a 90% de femmes déjà. D'accord. Voilà, j'ai 90% de femmes, j'ai quand même 10% d'hommes, c'est pas zéro. Oui, voilà. Et dans ces 80-90%, la moitié de ces femmes viennent justement pour des suites directes ou indirectes de la maternité. D'accord. Donc ça représente quand même un bon pourcentage. Oui. Exactement. Et qu'est-ce qu'elles viennent, quand elles viennent consulter, qu'est-ce qu'elles viennent faire, qu'elles veulent faire en général? Déjà, la première consultation, c'est un peu la curiosité. Oui, d'accord. Parce que ce qu'on remarque un peu après la grossesse, après la maternité, c'est la phrase que j'entends tout le temps, c'est « Docteur, je ne me reconnais plus ». Ah, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la première phrase. Est-ce que, bon, je vais te poser la question, oui, moi je le sais, est-ce que c'est normal de ne pas se reconnaître et d'accepter son corps? Moi, personnellement, le plus compliqué pour moi, c'était le ventre, parce que j'ai toujours eu un ventre plat et j'ai eu 2 grossesses avec des gros bidons, hein, des gros bébés. Et en fait, après, j'ai jamais retrouvé mon ventre, ça a toujours été flasque, enfin voilà, ça n'a pas été ça. Moi, c'était le ventre, je sais que d'autres, c'est les seins, enfin, est-ce que, bon, je pense que oui, en tant que femme, c'est ça qu'elles te disent, qu'elles ne se reconnaissent pas. Ouais, en fait, si tu veux, la grossesse, ça entraîne des modifications hormonales, métaboliques, on prend du poids, on est stressé, donc le corps se modifie, clairement. Donc les femmes, en fait, veulent retrouver leur corps d'avant. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est pas forcément une transformation, parce qu'on a l'impression qu'elles viennent pour se transformer, pas du tout. Souvent, elles veulent juste retrouver leur corps d'avant, ou en tout cas, souvent elles disent... le regard, en tout cas, qu'elles ont sur elle est totalement différent. Et ça concerne vraiment de la tête aux pieds. C'est vrai qu'on pense toujours au ventre, au sein spontanément, mais la réalité, c'est que ça concerne vraiment la tête aux pieds. Hein. Donc ça peut être... mais déjà, tout simplement les cheveux. En fait, si tu veux, chez nous, déjà, avec le cheveu afro, tu sais, fragile, avec les tresses, donc il y en a... On dit un peu chili pellet, qui ont perdu, mais en fait, la grossesse peut entraîner justement chez certaines une chute de cheveux. Oui, moi j'ai eu ça, oui. Exactement. Donc, tu en as qui se retrouvent plus, qui n'arrivent plus du tout, donc qui partent faire des greffes de cheveux. Au niveau du visage, souvent, il y a un relâchement de la peau aussi. Tu vois, avec la grossesse, la peau se relâche. Donc, il y en a... Il y a le double menton, il y a les cernes, il y en a qui ont l'impression qu'on vieillit. Souvent, ils disent, mais je fais maintenant plus vieille que mon mari. Tu vois. Et c'est vraiment... Donc, en fait, il peut y avoir comme un vieillissement du visage. Donc, c'est surtout les paupières, les cernes et le double menton, le bas du visage. Bien sûr, le corps, les seins. Ah, ça. Voilà, avec l'allaitement, les seins deviennent flasques, tombent, en tout cas, voilà, sont plus relevés.
le ventre, la peau. On dit le diastasis. Tu sais, les muscles de l'abdomen qui sont ouverts. J'ai eu ça. 4 doigts de diastasis. Exactement. Donc, en fait, le ventre sort, le dos, les cuisses. Et une autre partie qu'on oublie, c'est le périnée. Oui. Ouais. Donc, pareil. Donc, la chirurgie intime. Donc, il y en a qui vont consulter pour travailler le périnée, lutter contre le relâchement du périnée. Donc, tu vois que ça concerne en réalité, c'est vrai qu'on parle toujours ventre et sein. Ouais. En fait, ça concerne tout le corps. Ouais. Et chacun met son curseur en fonction de ce qu'il ressent. Mais est-ce que c'est pas aussi... on parlait, voilà, je disais en introduction, choix personnel ou pression sociale. C'est vrai que de nos jours, la maternité... quand on voit sur les réseaux sociaux, moi, je sais qu'il y a des pages que je regardais, des femmes qui venaient d'avoir des bébés. Et je regardais et je disais, mais comment elle vient d'avoir un bébé? Elle est comme ça, tac, tac, tac et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ouais. Donc, je trouve que ça aussi, ça met quand même une certaine pression aux femmes de se dire... et c'est après que j'ai compris que non, elle aussi, elle passe par case chirurgie. Il y a beaucoup qui mentent, qui disent que c'est le sport là, mais elle passe par la case chirurgie. On va pas se mentir. Mais il y a quand même une certaine pression sociale, non? Non, mais faut pas être dupe. Il y a des femmes, il y a des fois, je trouve que vous les femmes entre vous êtes pas gentilles. Il y a ça aussi, le jugement entre femmes. Clairement, au cabinet, j'ai rien contre les tiktokeuses, mais au cabinet, on reçoit un certain nombre et il y en a beaucoup, du coup, qui se font opérer ou autres, et après, qui partent justement sur les réseaux en disant c'est ma gaine, c'est mon thé, c'est mon alimentation, voilà, c'est mon voyage et tout. Donc, clairement, il ne faut pas être dupe. On peut pas avoir 3, 4, 5 enfants et puis ne pas avoir de corps qui est transformé. C'est pas possible. Donc, je pense que ça, c'est un peu le problème. C'est justement le fait qu'il y ait des fois une petite hypocrisie. Les gens, il faut juste venir dire, voilà, si on a fait, ou sinon on dit rien. Voilà, ou sinon on dit rien, bien sûr. Mais si on a fait, si on s'est fait opérer, il vaut le dire. Au moins, ça rassure tout le monde. Et puis, les femmes n'ont pas culpabilisé justement de ne pas se sentir bien dans la peau. Bien sûr. Alors qu'en fait, c'est des choses qui arrivent. Parce que oui, effectivement, je pense que si elles viennent, c'est vraiment qu'il y a un mal-être ou quelque chose. Parce qu'on critique beaucoup ces femmes qui font de la chirurgie, j'ai envie de dire souvent, de la chirurgie esthétique, pardon. Parce qu'on dit que oui, elles veulent, voilà, c'est juste esthétique, mais souvent il y a un complexe derrière, et ça faut pouvoir le comprendre, et je pense qu'il faut pouvoir accepter que bah oui, moi je trouve que là j'ai envie de retrouver mon corps d'avant, bah j'ai le droit de passer par la chirurgie esthétique. Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive dans ton cabinet, des femmes qui arrivent et à qui tu dis ah non, mais là je pense que vous devriez pas passer par la case chirurgie, ça avec du sport ou avec autre chose, etc. Vous pouvez le faire, il y a pas besoin que ça arrive, qu'on n'est pas obligé forcément de passer par la case chirurgie. Encore une fois, franchement, sur une consultation de 10, je pense qu'il y a indirectement la moitié, c'est des refus, entre guillemets. D'accord, ok. Ah, tu refuses, ok. Et mes patientes vraiment me connaissent pour ça. Un docteur déjà quitté là, si je me le vois, il va me dire non. À quoi tu dis non, par exemple? En fait, je pense que l'idée, c'est à la consultation de comprendre vraiment la motivation. Il faut que la patiente ait compris ce qu'est la chirurgie ou la médecine, ça dépend ce qu'elle veut, et les limites ou pas. Voilà. Après les maternités, clairement, la majorité des patientes, comme je te disais, veulent retrouver leur corps d'avant. Il ne faut pas qu'on parte dans la fantaisie. Il ne faut pas que... si on veut corriger le double menton, je vais dire, l'idée, c'est pas non plus d'aller dans des extrêmes. Donc, tout ce qui est extrême, non. Il faut refuser, il faut guider. Moi, mon rôle de médecin, c'est de guider la patiente. Elle peut être butée, bloquée sur quelque chose, mais au final, en fait, c'est pas du tout ça le problème, c'est autre chose, tu vois. Donc, notamment au niveau du visage, où, je dis une bêtise, on peut être bloqué sur les sillons, parce qu'on a l'impression qu'on a vieilli, les sillons sont creusés, le visage est creusé, mais en fait, il faut traiter autre chose pour traiter. Voilà. Donc, moi, mon rôle de médecin, c'est de guider. Je préfère largement perdre des patients, entre guillemets, ça m'évite des risques et tout, que d'opérer de tout venant et au final que les gens soient pas contents. C'est pour ça qu'à la consultation, il faut vraiment prendre son temps, de bien comprendre les motivations. Je refuse aussi quand la demande ne vient pas de la patiente. Ah oui. Parce que la demande peut venir de l'entourage. C'est le mari. Voilà, le mari n'aime pas ça. Il demande à sa femme de faire ça. Donc elle le fait pour les mauvaises raisons. Exactement. Ça aussi, il ne faut pas dire oui. Je refuse quand il y a les antécédents médicaux. Parce que ça reste la médecine, bien sûr. Donc quelqu'un qui prend des médicaments ou autre. Et dernier élément, je refuse quand il n'y a vraiment pas d'hygiène de vie correcte. Derrière, oui. Voilà. Soit la personne consomme des la substances. Esthétique, c'est pas la magie. Hein, c'est pas la magie. Voilà. Soit ça, la personne consomme des substances, soit fume énormément. Donc là, il faut arrêter le tabac. Soit il n'y a aucun sport, il n'y a aucune volonté réelle derrière de faire des efforts. Donc là, il ne faut pas forcément refuser, mais peut-être décaler un peu, dire arrêtez de fumer, arrêtez telle consommation, voilà, plutôt ça.
Mais il ne faut pas hésiter vraiment à refuser. C'est pour ça qu'en tant que médecin, ça reste la médecine, encore une fois, ce n'est pas l'argent qui doit être devant. C'est d'abord un patient. Bien sûr. Voilà, c'est une consultation médicale. Oui, et c'est pour ça que le choix du docteur est important. Moi, je sais que vraiment, la première consultation dont tu parles a été très importante pour moi et mon chirurgien, où j'ai vraiment... oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une abdominoplastie l'année dernière. Parce que moi, mon problème, c'était, je vous avais dit, donc le ventre. Et j'avais un diastasis de 4 doigts. Donc, le diastasis, c'est un écart entre les côtes. Hein, c'est c'est un écart au niveau des muscles. C'est les muscles abdominaux. C'est ça, les muscles abdominaux qui sont écartés à cause des grossesses. Et en fait, j'ai pas retrouvé mes os. Enfin, ça, c'est pas revenu comme ça. La paroi abdominale ne s'est pas remise. Et du coup, même malgré le sport, j'avais toujours cette peau pendante, j'avais toujours et tout, et donc en fait ça me complexait tout simplement, et c'était pas une histoire c'était plus moi être bien dans mes habits, être à l'aise avec mon corps et tout, et donc j'ai fait donc une abdominoplastie et pas juste une lipo, parce que voilà, c'est pour ça que le conseil avec c'est bien d'aller voir son spécialiste et essayer de comprendre la différence, etc. Et il m'a aiguillé, et bien sûr on a parlé d'hygiène, on a parlé des raisons pour lesquelles je le faisais. Et je ne regrette pas, mais on y reviendra tout à l'heure. On va passer donc à la chirurgie esthétique en elle-même. Une fois qu'on a fait la consultation, on va être vraiment plus dans le pratique, parce que je sais comme moi j'ai parlé de mon abdominoplastie sur les réseaux, il y a beaucoup de questions qui sont revenues, donc je les ai notées, et tu vas essayer de nous répondre. Alors déjà, à partir de quand on peut faire une chirurgie post-accouchement, que ce soit abdominoplastie, rhinoplastie, lifting, le nez? Je sais qu'il y en a qui avaient des masses de grossesse, elles n'ont jamais retrouvé leur nez. Je sais que tu fais je fais beaucoup de nez. Voilà. À partir de quand vraiment on peut faire une chirurgie post-accouchement? En moyenne, c'est le temps que le corps retrouve un peu son état naturel, entre guillemets. C'est entre 6 et 12 mois, à peu près. Voilà. Okay, donc en moyenne 9 mois pour penser, ou en tout cas aller à une nouvelle chirurgie esthétique. Ok. Ouais. Au niveau des coûts, est-ce qu'il y a une fourchette? Tu peux nous... Sur les différentes opérations, on va parler à chaque fois. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, moi je sais que pour l'abdominoplastie, on était on était autour de 4 millions de francs CFA. Donc, est-ce que c'est dans cette fourchette-là pour l'abdominoplastie, par exemple? Franchement, ça varie. Ça varie, vraiment, ça varie. Ça peut être 3 millions, il y en a qui vont te dire 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Mais l'intervalle, grosso modo, c'est entre 3 et 5 millions, je pense, les abdominoplasties. Les seins, je pense que c'est pareil. Oui, c'est ça. Le lifting, c'est quasiment la même chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? BBL. Le BBL, quasiment aussi la même chose. Okay. Tu vois, on sera aux alentours de 3 millions. Au total, peut-être un peu moins, ça dépend. Mais le truc qui est vraiment réel sur le prix, c'est pas chercher moins cher. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont chez le moins cher et après qui se retrouvent à refaire derrière. En fait. On a tous les exemples qu'on a eu sur les BBL ratés, etc. Ça. Et que ce soit BBL ou autre. Hein, oui. Le moins cher doit pas être le premier critère. Voilà, mieux vaut économiser encore. Oui. Prendre son temps, attendre 1 an, 2 ans et être sûr du résultat. Oui. Que vraiment apprendre comme premier critère, à la base c'est moins cher. Ouais, parce que c'est pas possible que ce soit cette chirurgie soit moins cher. C'est pas possible parce que ça demande énormément. Parce que ça demande beaucoup de temps. Ouais. Ça demande une expertise. Bien sûr. Et derrière, les suites, le suivi, c'est pas possible. Donc, si c'est moins cher, alors il y en a qui arrivent à faire moins cher. C'est vrai, il y a des pays qui arrivent à faire moins cher. Oui, justement, j'allais te poser la question sur les pays. Il y a beaucoup la mode d'aller en Turquie, dans les pays du Maghreb et tout, parce que soi-disant c'est moins cher, mais on entend beaucoup aussi de dérives là-bas de femmes qui reviennent soit qui sont décédées là-bas. Moi, j'ai entendu des histoires de vol d'organes. Oui, moi j'ai dit je vais jamais aller en Turquie. On m'a dit tu vas en Turquie, là-bas voler tes organes. Non, mais pour être plus sérieuse, est-ce que c'est plus safe, on va dire, d'aller dans ces pays-là qui sont moins chers, plutôt parce qu'aujourd'hui il y a un vrai tourisme esthétique. Alors la Tunisie c'est moins cher. Généralement ce qu'on est peut être moins cher. La Turquie n'est pas forcément moins cher. Il y a de tout en Turquie. Il faut bien choisir son centre et ses spécialistes. Franchement, les Turcs, il y a vraiment de très bons médecins, de très bons chirurgiens. Je suis parti plusieurs fois en voir pour le nez, pour le visage, parce qu'il y a de très très bons chirurgiens. Il y a de tout. En Afrique c'est pareil. En Afrique subsaharienne il y a de tout. Mais je pense que le plus important, c'est de prendre son temps, de bien avoir une bonne relation avec son médecin, le feeling. Avoir un bon feeling, sentir qu'on a eu les bonnes informations, que le suivi sera fait, parce que
il y en a, ils opèrent, mais après, tout le monde disparaît. Alors que le suivi est très important. Oui. On va en parler. Et le truc que je trouve très important, c'est d'aller vers des chirurgiens dont c'est leur sur-spécialité. D'accord. En fait, on ne peut pas tout faire. Oui. Un chirurgien, en réalité, ne peut pas tout faire. Oui. On a beau être fort, on ne peut pas être fort partout en chirurgie. Mm-hmm. Donc, il y en a en esthétique qui seront très forts pour faire des seins, il y en a qui sont très forts pour faire des BBL, il y en a qui sont très forts pour faire... Il faut se renseigner. Il faut que, pour moi, le chirurgien doit être sur-spécialisé. Dans l'endroit, dans la zone où vous voulez. Okay. Exactement. Il doit être sur-spécialisé dans le sens où il doit en faire beaucoup. Voilà. Oui. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aider. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Comment on est sûr de tomber sur le bon chirurgien? Moi, par exemple, je sais que ça a été le bouche à oreille. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont recommandé ce chirurgien-là. Et j'ai vu aussi des opérations qu'il a faites sur des personnes que je connais. Je l'ai rencontré 2-3 fois avant pour justement échanger, pour avoir le feeling là dont tu parlais. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour savoir que c'est la bonne personne pour nous opérer? Alors, le bouche à oreille, ça marche très bien. Le mieux, c'est le résultat. Oui. Tu regardes quelqu'un, le résultat est joli, je vais dire, voilà. Sur les réseaux sociaux, attention, attention, avant, après, c'est sûr que ça attire, hein, voilà, avant, après, mais attention, parce que il y a des centres qui vont pas forcément en mettre beaucoup, mais en fait, qui en font. Par exemple, moi, je sais que Côte d'Ivoire, en Afrique noire, francophone, c'est compliqué les avant-après, parce que les patients ne veulent pas. Oui. Bah oui. Voilà, forcément. Donc c'est difficile, alors que les anglophones ont moins ce problème. Oui. Donc les réseaux sociaux, attention, je pense que le feeling... Voilà. Maintenant, sur Google, ou en tout cas sur l'Internet, je pense qu'on peut avoir quand même le CV du chirurgien. Avec ses diplômes et tout. Je pense qu'on peut quand même, en fouillant un peu, tout le monde est à peu près référencé. Donc, on peut voir les diplômes, on peut voir s'il a parlé de beaucoup par exemple, je sais pas, si on veut refaire son ventre, si voilà, il a beaucoup communiqué sur les abdominoplasties, s'il a eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux. Et puis prendre le temps, ne pas hésiter à comparer aussi, hein, je veux dire. Ne pas hésiter à comparer, bien sûr. Aller voir différents chirurgiens et puis voir un peu si le discours est le même. Mais en réalité, moi, ma consultation est assez facile parce que les patientes se renseignent avant de venir me voir. Elles sont préparées. Elles savent qui je suis, elles savent c'est pourquoi elles viennent, qu'est-ce que je vais proposer, parce qu'il y a tout sur Internet. Bien sûr. Tout ce qu'elles veulent, c'est un discours sensé. C'est ça. Et que je guide un peu. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, il faut prendre son temps. D'accord. Et je voulais juste revenir sur le prix. C'est très bien ce que tu as dit, de prendre le temps d'économiser. Moi, j'ai pris le temps d'économiser, de me renseigner avant de me lancer. Donc oui, c'est un coût. Mais si vous vous préparez bien, vous économisez un peu chaque mois pour ça. On a atteint vite la somme. Et même si ça prend des années, moi, j'ai mis des années avant de me décider. Surtout que j'avais peur aussi. À quel moment on adresse tout ce qui est peur des patients, risque, parce que voilà, on va parler vrai, anesthésie générale, on t'endort complètement. Donc qu'est-ce que tu expliques aux patientes, quelles sont leurs plus grandes peurs? Première consultation, parce que ça fait partie de la réflexion pour la patiente. Donc on dit ce qu'on a prévu de faire, pourquoi, moi j'adore faire des petits schémas, voilà, pour qu'elles comprennent pourquoi on veut faire ça, et ensuite les modalités, comment on va le faire. Donc, comment on va le faire, c'est on endort ou on n'endort pas. Donc, en anesthésie générale, tu sais, on t'endort entièrement. Anesthésie locale, on endort juste la zone. Juste la zone, ok. Voilà, donc déjà en fonction de l'opération. Parce qu'il y en a d'emblée quand on dit anesthésie générale, elles disent non. Donc ça sert à rien de continuer à trop discuter. Voilà. Donc des fois on peut essayer si l'anesthésie locale est possible ou pas. Ensuite, la durée de l'intervention, des fois ça guide un peu. Certains 30 minutes d'intervention, c'est pas la même chose que 5 heures d'intervention. J'avoue que quand moi j'avais dit, quand on m'a dit, je crois que moi j'ai fait 6 heures, mais c'était avec le réveil de l'anesthésie générale. Tout le monde a dit quoi, 6 heures endormies et tout. Mais oui, en fait, et dans ma tête, moi je me suis préparée psychologiquement à me dire je vais être endormie, j'ai prié. Non, il faut tout dire. Oui, il faut tout dire. Il faut tout dire. Le temps à peu près que ça va durer. Où on va mettre les cicatrices. Surtout nous, la peau noire. Oui. Je veux dire, il faut qu'on soit clair. Il faut que le chirurgien te dise à peu près où il va mettre la cicatrice. Il faut qu'il t'explique le risque de kéloïde. Ou que ta cicatrice peut être un peu hypertrophique. C'est quand en fait c'est comme tu as trop de cicatrisation et donc ta cicatrice monte en relief et va aller grignoter la peau saine d'à côté. D'accord. Donc en fait, c'est comme si ta cicatrice s'emballe, grossit et donc ça arrive. Et ça arrive beaucoup chez les peaux noires? Ah oui, clairement. Clairement. Donc pareil. Donc leur expliquer ça? Leur expliquer. Donc pareil, quand on veut se faire opérer, quand on est de peau noire ou peau métissée, pareil, il faut être sûr que le chirurgien ait cette notion. D'accord. Voilà. Que ça peut, voilà, que ça il peut va mettre, voilà, par exemple, si on veut faire une chirurgie mammaire, c'est pas ma spécialité, mais si on veut faire une chirurgie des seins, voir parce que c'est les cicatrices en T, là. Ben justement, donc voir s'il y a d'autres solutions que de faire le T, parce que des fois, il peut ne pas faire le T. Ça dépend, donc il faut poser toutes ces questions, parce qu'il faut que le chirurgien lui-même soit à même,
sache, comment dire, faut que ce soit un chirurgien qui soit habitué un peu à la peau noire pour dire, bon, mais là, on va pas faire le thé inversé parce qu'il y a ces risques de kéloïdes, on va plutôt faire ça. Donc, c'est important de voir un peu un chirurgien qui a cette habitude. Maintenant, ils font d'autres cicatrices. Exactement. Au niveau voilà. de Donc, c'est important. Pareil, les liftings. Moi, du coup, je privilégie juste derrière les oreilles. D'accord. Juste derrière les oreilles, ça se voit pas. Lifting, c'est quand on tire. Quand on tire le bas du visage pour corriger, vraiment redessiner totalement. Donc, la cicatrice est derrière les oreilles. C'est un truc que je faisais pas avant sur peau blanche, j'avais pas besoin, puisque il n'y a pas de problème de cicatrisation, mais sur peau noire, du coup, je privilégie vraiment derrière. Donc, bien expliquer aux patients les cicatrices, expliquer les suites et expliquer les risques. Voilà, allons sur les risques. Les risques. Donc, faut être clair. Donc, j'ai deux choses. Donc, j'explique les grands risques, on va dire. Donc, si ça va saigner, s'il y a un nerf qui se promène, qu'il y a un risque sur un nerf, s'il y a un risque d'œdème, s'il y a un risque de peu importe, il faut dire. Quitte à le faire en plusieurs étapes. En fait, c'est jamais une consultation, hein. C'est souvent au moins 2 ou 3 consultations. Moi, quand c'est des dames qui ont eu trop d'informations, qui sont stressées, bon, on se revoit 10 jours après. Je continue tranquillement, doucement, à continuer à expliquer les risques. Et entre-temps, on a envoyé une fiche d'informations. Oui, je crois que j'ai eu ça, où tout est écrit. Explique, où tout est écrit, où la chirurgie est détaillée. Exactement. Oui. Donc, dès la première consultation, nous, on envoie par WhatsApp la fiche d'information. Ça fait une fiche en plus. Donc, quand la patiente revient, elle est déjà un peu informée. Elle est déjà un peu informée, elle a déjà un peu digéré et tout. Et puis, on continue un peu la discussion. Donc, il faut vraiment tout dire. Oui. Ça facilite vraiment même tout. Dire qu'on peut ne pas se réveiller, c'est un risque, non? Bon, là... Bon, c'est rare, non? C'est rarissime. Donc, rarissime. En gros, toute anesthésie générale, je veux dire, dès qu'on endort, même pour faire un ongle incarné, il y a un risque. Oui, sur l'anesthésie générale, je parle. C'est l'anesthésie générale. Donc, non, moi, je dis pas, on peut ne pas se réveiller. D'accord, oui. Parce que sinon... Non, mais moi, j'ai lu... En fait, évitez d'aller, comme nous, là, on va sur Google, on dit, j'ai tapé risque abdominoplastie, je vois mort. Mais c'est vrai que c'est un risque sur plein d'autres choses. Effectivement. Surtout dès que c'est ça. Mais non, moi je dis pas le risque de mort parce que sinon on fait plus rien. Oui, non, c'est clair. Mais voilà les grands risques liés à l'abdominoplastie et surtout quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait rapidement sans trop par exemple exactement. Vous allez vous faire opérer, ça peut saigner. Ah bon, oui, ça peut saigner. C'est pas grave. Si ça saigne, voici ce qu'on va faire. C'est ça. Et quand ça arrive, il n'y a aucun problème. Parce que la patiente dit ah oui mais c'est bon, on m'avait déjà dit. Et en fait finalement ce qu'on prend pour une complication n'est même pas une complication parce que c'est géré facilement et puis on avance. Donc c'est important vraiment d'informer. Est-ce que tu montres le bloc? Moi je sais que j'ai voulu voir le bloc opératoire, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait et tout avant l'opération. Est-ce que tu montres? Non, après c'est pas interdit. C'est pas interdit, quelqu'un qui veut le voir. Voilà, mais c'est vrai que l'accès au bloc c'est toujours compliqué parce qu'il faut se changer. Il y a la confidentialité, il peut y avoir d'autres patients, donc c'est pas interdit. Mais non, c'est vraiment pas une question que j'ai. D'accord, ok. Au niveau du déroulé de l'opération, le déroulé de l'opération, comment ça se passe concrètement? Parce que moi, je sais que j'avais fait. Ah oui, le rendez-vous de l'anesthésiste avant ça. Exactement. Il y a un rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, il y a une prise de sang à faire, il y a un bilan sanguin complet à faire. Des fois, on demande un électrocardiogramme, tout un bilan médical. Il y a l'anesthésiste. C'est ça, le bilan où on te demande si tu fumes. Exactement. Alors, c'est quoi le problème avec la cigarette et l'alcool? Ok, alors donc il y a deux consultations parce que le chirurgien n'est pas seul, même si c'est le responsable entre guillemets. L'autre partie c'est l'anesthésiste. Et côté anesthésie, c'est des fois, ce qui est le plus gros risque finalement par rapport à la chirurgie même, c'est comprendre le patient, savoir s'il y a des risques au niveau pulmonaire. Donc, un gros fumeur aura une capacité de ventilation, donc une capacité pulmonaire inférieure à quelqu'un qui ne fume pas. Donc, au niveau de la respiration, quand on va l'endormir, c'est pas les mêmes paramètres. Pareil pour l'alcool, pareil pour les drogues. Pareil pour les médicaments. Donc, c'est indispensable de voir un médecin anesthésiste avant toute anesthésie générale. Voilà. Donc, lui, il va remplir sa fiche. Et puis, en fonction, il valide ou pas qu'on peut faire l'anesthésie. Oui, donc l'anesthésiste peut dire non. On n'est pas prêt à vous opérer parce que. C'est rare en esthétique parce que souvent, c'est des patients jeunes. Mais moi, j'ai eu un patient qui a été récusé. Alors, c'est une histoire. C'est un monsieur de 65 ans. Médecin qui part à la retraite et qui voulait refaire quelque chose sur son visage qui le complexait toute sa vie. Il a dit maintenant je suis à la retraite, je dois toucher ça, j'en peux plus, on s'est trop moqué de moi. Moi, pas de problème, vraiment sa raison était normale. Il allait voir l'anesthésiste, au bilan ça allait pas du tout. Donc on a annulé l'intervention et c'est fini. Oula, voilà. Donc oui, on peut vous dire non. Bien sûr, on peut dire non. On peut vous dire non. Donc une fois qu'on a toutes ces informations,
qu'on a le droit de dire nous-mêmes non, moi je suis pas prête, Bien sûr. voilà, j'attends, je prends plus de temps pour Bien réfléchir, etc. Alors on arrive maintenant au niveau de l'opération. Comment se passe voilà, l'opération, anesthésie, temps de réveil, etc. Tout ça. C'est un travail d'équipe, hein, Ok. le bloc opératoire. Moi je me rappelle, c'était je sais pas combien autour de moi. Non, c'est un travail d'équipe. Chacun connaît ses rythmes. C'est un peu militaire même. Oui, Voilà, oui. chacun connaît un peu son rôle. Surtout quand on a l'habitude de faire la même chose. En fait, je pense que c'est comme toi quand tu présentes tes émissions, quand tu enchaînes des émissions. Ça devient, comment dire, c'est naturel, c'est machinal. Donc, c'est comme une mélodie. Voilà, c'est rythmé. Chacun fait son rôle. Le chirurgien, il vient, il fait son travail de chirurgien. Il ferme. Enfin, voilà, c'est rythmé. Donc, tout se passe généralement toujours très bien. Ensuite, si ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, il y a le réveil du patient. Et voilà, souvent, c'est une période où moi, c'est pareil, j'attends toujours que les patients se réveillent, mais ils se rappellent jamais que je suis passé. Si tu es maman et que tu es à la recherche de nouvelles clés pour progresser dans ta vie de parent, dans ta vie de femme ou encore dans ta vie professionnelle, alors ce message est pour toi. Je vous l'avais annoncé et aujourd'hui, ça y est, ça se concrétise. J'ai le plaisir de lancer ma communauté et je l'ai nommée les Mama Benz, une communauté de mamans, mais pas que. Je vous parle ici d'un espace réel, structuré, un espace sans tabou où on peut partager nos expériences, nos réflexions, nos ambitions et surtout apprendre les unes des autres pour progresser ensemble. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des parents au quotidien. Entre ma crèche, mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental, ou encore mes différentes émissions de parentalité. Ce sujet pour moi, ce n'est pas juste un travail, c'est une passion, un engagement. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Dans cette communauté, vous allez retrouver des échanges entre parents, des conseils concrets, des meet-up en ligne et physiques, des bons plans, mais aussi c'est un espace où je vais me livrer davantage, partager mon expérience de femme et de mère de manière plus profonde. On pourra aussi débriefer ensemble des passages du podcast qui vous ont le plus marqué, aller plus loin sur certains sujets et transformer ces discussions en actions concrètes dans notre quotidien. C'est un espace privé, accessible sous forme d'abonnement, parce que je souhaite qu'on construise quelque chose de sérieux, de qualitatif, avec des personnes vraiment engagées. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, si tu veux continuer à évoluer, entourer, soutenu, inspiré, je t'attends. Il te suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. À très vite les Mama Benz. J'attends toujours que les patients se réveillent, mais ils se rappellent jamais que je suis passé. Non, mais voilà. Ça, c'est une dinguerie. Moi, c'est-à-dire que déjà, quand l'anesthésiste il m'a dit, madame, je vous mets le masque. Je dis, OK. Il me met le masque et puis, je sais pas, il me parle. Donc, moi, je suis là, je lui parle et tout. Je ne sais même plus comment je me suis endormie. Ils sont forts, hein. Et, non, c'est trop fort. Et puis, quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais et tout. Et je me rappelle, donc, j'ai ouvert les yeux, j'étais dans les vapes et tout. Et je me suis rendormie. Ouais. Et quand je me suis réveillée la deuxième fois vers 3h du matin, mon chirurgien est venu me voir et puis il me dit, ah, les enfants sont passés, maman est passée, ton frère est passé. Je lui dis, à quel moment? Je ne me rappelais de rien, genre que, je me rappelle juste de mon neveu parce qu'il m'a apporté mon neveu vers moi, le bébé. Je sais pas, lui, j'ai son image près de moi, mais tous les autres là, c'est une dinguerie cette histoire d'anesthésie. Non, il y a une période où les patients sont un peu dans les vapes. Oui, on est dans les vapes, mais ça, c'est pas. Mais c'est rien, c'est rien du tout. Pareil, le centre doit être adapté aussi, hein, donc, si on reste, parce que tu sais qu'il y a de plus en plus d'interventions qui se font en ambulatoire. En ambulatoire, on sort le même jour. Le même jour. Donc mais ça, c'est pour les opérations moins... Est-ce qu'avec une lipo, on peut sortir le même jour? Ouais, on peut sortir le même jour. Ouais. Okay. En fait, c'est de plus en plus simple, la chirurgie esthétique. L'idée, c'est que ce soit de plus en plus rapide, avec le moins de cicatrices et la possibilité de rentrer le plus vite à la maison. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'interventions où le patient peut sortir le même jour. Donc, du coup, on opère tôt le matin, surveillance dans la journée, et puis sortir en fin de journée. Moi, j'étais pas prête à sortir. Voilà. Et il y en a d'autres, bien sûr, on peut pas. Voilà. Mais par exemple, une liposuction ou un petit lifting du visage, le patient sort le même jour. Hein. D'accord, ok. Mais alors, juste un rappel sur la différence entre l'abdominoplastie et la lipo. Parce que c'est pas pareil, non? Non, c'est pas pareil. Donc, la liposuction, le ventre ou ailleurs, on prend une canule et on aspire la graisse. Ok. Donc, on fait un petit trou de 2 mm, on rentre et on fait juste une aspiration. Donc, la liposuction ne gère pas la peau, ne gère pas les muscles. Et ne gère rien d'autre qu'aller aspirer la graisse. Ok. Donc, ça, oui. Voilà. Donc, mais si sur la zone, on a un excès de peau, donc on a trop de peau, si on a les muscles qui sont pas bien en place, la liposuction ne gère pas. C'est là où la chirurgie ouverte, donc aller ouvrir pour gérer, c'est là où ça a son utilité. Donc,
Pour le ventre, pour le cou, quand on a un excès de peau ou le diastasis, le coup, il faut aller faire une abdominoplastie. Donc, c'est ouvrir, faire la cicatrice, aller refermer les muscles, le diastasis, et retendre la peau. C'est la même chose que le lifting, c'est le même principe. Le lifting, c'est le principe. Quand ça relâche, on peut avoir un double menton avec juste de la graisse, la liposuction suffit. Mais si on a le double menton avec la peau, et puis on a ici, pareil, ce muscle-là peut être descendu, en fait, la liposuction ne va rien faire. Donc, c'est là il faut aller ouvrir et faire un lifting. Donc, c'est à peu près les mêmes principes. D'accord. Et pour les seins, ça, c'est... comment dire, il y a deux choses. Parce qu'on m'a dit, il y a le lifting mammaire qui est juste, on remonte, et il y a où on met des implants. C'est ça, non? C'est deux choses... oui, alors on peut faire. Alors c'est vrai que c'est pas 100% mon domaine, mais s'il a besoin de remonter, justement le chirurgien va faire un lifting mammaire. Il peut faire un lifting mammaire sans ou avec prothèse. Sans ou avec prothèse. Voilà. Ça c'est la patiente. C'est plutôt la patiente parce qu'il y en a qui ne. C'est les deux un peu. Il y a des patientes qui veulent absolument pas de prothèse parce qu'il faut changer les prothèses 10-15 ans après. Il y en a que ça dérange pas. Enfin voilà, c'est vraiment une discussion chirurgien-patient. Et j'ai entendu que le BBL, c'est l'opération la plus mortelle au monde. C'est ça, c'est vrai? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Alors c'est l'intervention la plus mortelle, alors que c'est pas la plus difficile. Ah ouais? Pourquoi c'est mortel? Tout simplement parce que dans les fesses, surtout la partie intérieure, donc vers l'arrêt des fesses, il y a des gros vaisseaux. D'accord. Qui descendent, donc artères et veines qui descendent, qui vont aller irriguer la jambe. Ok. Le principe du BBL, c'est d'aspirer la graisse au niveau du ventre, des cuisses, du bras, et puis de la réinjecter. D'accord? Dans les fesses. Dans les fesses. Mais cette graisse doit être réinjectée, mais ne doit pas être réinjectée dans les vaisseaux. Ok. Ça doit être réinjecté juste dans les fesses, mais pas dans l'artère ou la veine. L'artère ou la veine. Et quand on injecte dans l'artère ou la veine, c'est là où ça fait ce qu'on appelle des embolies graisseuses, donc ça va remonter et boucher les artères du poumon. Voilà. Mais normalement, un chirurgien qui est habitué, quelqu'un qui est habitué, qui le fait tout le temps, qui a son diplôme et tout. Il ne va pas dans la veine. Voilà, exactement. Il ne va pas dans la veine. Parce qu'il sait où est la veine, il va utiliser du matériel, justement, des canules ou des choses qui ne vont pas perforer l'artère. Donc, normalement, c'est des choses qui ne sont pas censées arriver. D'accord. Ça reste un risque. C'est vrai que je sais qu'en Amérique du Sud, bon, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dedans que c'était fait par beaucoup de non-médecins ou des conditions un peu mystérieuses. Donc, ça a entraîné justement... parce que le concept n'est pas compliqué. Donc, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut juste aspirer, prendre une aiguille, tu vois, et injecter. L'aiguille dans l'artère, c'est là que ça fait des embolies graisseuses. D'accord. Donc, oui. Mais c'est pas la plus compliquée. C'est pas la plus compliquée des opérations, mais la plus dangereuse parce que en fait, ça revient encore à bien choisir son spécialiste. Et le centre, le centre où on le fait. Alors, on va terminer sur les dérives. Enfin, terminer, parce qu'après, on va passer au post-opératoire. Parce que moi, je pense que c'est la partie la plus. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des opérations en simultané? Parce que moi, je sais que dans certains pays et tout, ils appellent ça le mommy makeover. Donc, comme on est dans le sujet des femmes, des mamans qui veulent se faire refaire, où ils te font des opérations en simultané, donc les seins, le ventre, les fesses. Déjà, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je sais que personnellement, quand je suis allée voir mon chirurgien et que je lui ai dit que moi je voulais faire donc mon abdominoplastie et un lifting mammaire, il m'a dit je peux te faire les deux, mais donc il fallait 2 chirurgiens, je sais plus comment il m'a expliqué, mais il m'a dit je te préconise, comme c'est une première chirurgie, on fait d'abord le ventre, on laisse passer quelques mois et ensuite on fait les seins parce que être endormi, il voulait pas me laisser endormi trop longtemps en fait. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il a divisé les opérations, parce que quand j'en ai parlé que je voulais faire les deux, on m'a dit mais pourquoi t'as pas fait tout en même temps, ça se fait dans d'autres pays. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, en fait, je pense qu'il faut pas tout multiplier et ça dépend de la difficulté. Je veux dire, imaginons par exemple il y a un ventre pas trop compliqué où il faut juste faire une liposuction et puis on peut faire autre chose à côté. Mais si la première zone est longue, est compliqué, on peut pas parce que tu vois, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le chirurgien va se dépêcher ou ils vont être à 2 ou 3 chirurgiens pour aller vite parce qu'on peut pas faire 10 heures, 12 heures de chirurgie. Donc il y a le risque que ce soit bâclé ou que ça saigne après. Donc l'idéal, c'est que le chirurgien, c'est pour ça qu'il faut être sûr de son chirurgien, que le chirurgien dise d'emblée est-ce que c'est possible ou pas, c'est quoi les risques si on fait, et que mieux vaut payer 2 fois. Il vaut payer 2 fois que perdre beaucoup de sang, parce qu'en fait, ce qui arrive, parce que souvent on voit des patients revenir de l'étranger qui ont perdu beaucoup de sang, qui sont hospitalisés pour se faire transfuser parce qu'ils ont voulu tout faire. Moi, j'avais déjà une patiente, elle a fait paupières, nez, sein et ventre. En même temps? En même temps. Je me suis dit, comment c'est possible? Donc, tout ce qu'elle avait fait,
en Tunisie. Tout ce qu'elle avait fait était fait forcément de manière moyenne. Oui. C'était pas correct. C'était pas mauvais, mais il fallait retoucher un peu tout parce que c'est normal. Ils ont dû aller vite sur chaque partie. Sur chaque partie, bah oui. Parce qu'on peut pas l'endormir une demi-journée. Ah, bien sûr. Voilà, donc c'est pas grave. Mieux vaut faire, si on doit faire une partie, on fait une étape. 6 mois, 1 an après, on économise encore, on fait l'autre. Mais vraiment, je trouve que c'est un peu risqué. C'est risqué de vouloir tout faire parce que on veut le bim. On veut le bim. On veut le bim tout de suite. Quoi, parce que quand tu vois, il y en a là, elles font bim tu te dis, mais bon, ça, faut vraiment aller dans des cliniques peut-être qui sont spécialisées dans le multi. Mais moi, je trouve ça, enfin, je sais pas, moi, c'est personnel, je préfère séparer. Non, après, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de gens qui sont plus doués, je veux dire, c'est universel. Hein. C'est bien sûr. C'est universel. Donc, s'il y en a qui refusent, ils savent pourquoi ils refusent. C'est pas parce qu'ils sont plus mauvais que d'autres, mais c'est juste que ils ne veulent pas prendre de risques. Bien sûr. Et tu as beaucoup de femmes qui reviennent avec des opérations ratées, j'ai envie de dire, je sais pas, un BBL raté ou un lifting raté parce qu'elles sont allées dans soit au mauvais endroit, soit comme tu as dit qu'elles ont voulu faire trop vite. Alors, soit, je sais qu'on reçoit un peu de tout au cabinet, on se lit, mais c'est pas forcément qu'elles viennent de l'étranger. Hein. Okay. Je veux dire, par exemple, l'exemple typique, c'est un peu avec les injections, la médecine esthétique. Malheureusement, c'est fait un peu n'importe comment à Abidjan, c'est ça. Par des gens qui, je pense, ne devraient pas le faire. Donc ça, je reçois aussi des gens qui viennent pour des injections d'acide qui sont infectées ou autres. D'accord. Les chirurgies, alors je peux pas critiquer le travail d'un chirurgien parce que je suis chirurgien, je sais que toute chirurgie a des risques de complications. Voilà, donc clairement, je pourrais jamais critiquer. Donc ça arrive de récupérer des trucs parce que c'est comme ça. Oui, justement, quels sont les principaux risques ou complications post-chirurgie qu'on peut avoir? Bon, souvent c'est pas un risque tout de suite immédiat, et puis risque à distance. Risque immédiat, c'est souvent le saignement. D'accord, oui. Et le lâchage de suture. Donc, on a suturé, puis la peau a lâché. Souvent, quand on a une peau de mauvaise qualité, quand on a mis les crèmes dépigmentantes, tu sais, on a de fortes chances d'avoir un lâchage de suture. Il y a ce qu'on appelle les sérums. Donc, c'est des poches, surtout les abdominoplasties ou les liftings où on fait des grands décollements. On soulève la peau. Il peut y avoir des poches Là, tu as montré les gens soulever la peau. Ça m'a rappelé mon chirurgien. Alors, je sais pas, docteur Bourgi, pourquoi vous m'avez montré ça? Ça est dans ma tête encore. Il m'a montré... il a filmé, il a montré quand il m'a ouvert le ventre. C'est-à-dire, là, tu as fait comme ça, là. Tu as vu en bas. J'ai vu quand il a tiré ma peau comme ça. J'ai dit, mais en fait, c'est une boucherie, les gars. Oh là là. Non, c'est de l'art. Non, c'est de l'art. Non, mais en fait, c'est une boucherie. Franchement, bon, après, j'avais déjà vu une césarienne, donc je sais comment on ouvre un ventre. La césarienne, c'est différent. Mais c'est vrai que là, c'était différent. Tu vois tes côtes, tu vois tes. Moi, je trouve ça beau. Non, oui, bah, toi, t'es chirurgien, forcément, tu trouves ça beau. Mais moi, et puis, le gars, il me montre ça, genre, là, après ma chirurgie, il dit, tu veux voir quelque chose et tout? Je dis, bah oui, et je me dis, il m'a montré comment c'était ouvert quand il a tiré ma peau. Oh, Seigneur. Bref, c'était une parenthèse. Quand j'ai vu ton geste là, comme ça m'a rappelé. Donc, tu vois, justement, sur les complications, donc, quand il va tirer, qu'il va soulever, il peut avoir une poche de liquides qui stagne, qui reste. Donc, ça, c'est un risque aussi. Les douleurs. Les fortes douleurs au réveil, tout ça. Oui, si, on va arriver sur les douleurs. Voilà. Et le risque à distance, c'est les risques de la cicatrice. Donc, les cicatrices kéloïdes ou hypertrophiques, ce dont on parlait tout à l'heure. Le risque que ce soit asymétrique, donc que ce soit pas pareil. Ah oui, ok. Alors, une fesse là. Il y a deux zones qui sont à conflit sur le corps, je trouve. Hein. Il y a les seins. Quand il y a un sein qui est là, et puis un autre sein qui est en bas, ça là, il n'y a pas là. Et puis le nez. Et le nez, ah oui. Si le nez est sur le côté, il n'y a pas là aussi. Ah ouais. Tout le reste, on arrive Non, mais attends, des fois, tu vois des fesses, des BBL. C'est vrai, mais les fesses, tu vois, c'est derrière. Tu vois moins. On voit moins. Mais c'est vrai que les seins et le nez. Donc, c'est deux chirurgies où, voilà. Donc, la symétrie. Et le dernier truc, mais qui ne dépend pas forcément du chirurgien, c'est le patient qui n'est pas content de son résultat. C'est très subjectif. Alors pourquoi il serait pas. C'est subjectif. Par exemple. Il s'est imaginé quelque chose? Exactement. Et ça, c'est souvent quand. Avant la chirurgie, les choses n'ont pas été claires sur jusqu'où on devait aller, ce qui était possible. Parce que, par exemple, en parlant des BBL, il y a des dames qui vont aller faire un BBL, qui vont s'attendre, tu vois, à un gros résultat, un énorme résultat, alors que le chirurgien peut-être a dit, mais il n'y a pas assez de graisse. Mais elles, dans leur tête, elles sont restées bloquées sur une image, tu vois. Et c'est souvent les gens qui viennent à la consultation avec la photo de quelqu'un d'autre. Oui, de quelqu'un d'autre. Je veux les fesses de temps. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas du tout le même corps ou le même visage. Et souvent, ça crée une insatisfaction. Pareil pour le nez. Quand on vient à ma consultation, on est africain avec une photo d'une peau asiatique ou blanche. Bon, ça n'a pas de sens. Pas du tout. On peut pas avoir le même nez. Donc,
Ça, si c'est pas clair dans la tête du patient à la fin, 6 mois après, la patiente ne sera pas contente. Oui, voilà. Donc, cas, l'insatisfaction, des fois, voilà, le truc un peu à distance, c'est patient qui. Mais ça arrive. Donc, quand c'est le cas, soit on retourne voir son chirurgien. Et d'ailleurs, en parlant des complications, c'est important. Quand on part à l'étranger ou même localement, il faut vraiment aller voir son chirurgien. Si on n'est pas content, si on a besoin de réponses, c'est hyper important. Faut pas rester chez soi avec ses doutes. D'accord. Alors, on est sur le post-opératoire. Au niveau du temps de récupération, moi, on m'a demandé est-ce que ça a mis du temps et tout. Alors, pour mon abdominoplastie, il m'avait dit déjà, moi qui suis une grande voyageuse, il m'avait dit que je ne pouvais pas voyager. Il fallait que j'attende 1 mois minimum pour voyager. J'ai dit que 1 mois pile, là, j'ai attendu. C'est à 1 mois, 0. Dès que 1 mois est arrivé, c'est là que j'ai pris l'avion en même temps. Il n'était pas content, mais bon, c'est pas qu'il n'était pas content. Je lui ai quand même demandé l'autorisation pour partir. Mais pendant 1 mois, effectivement, j'ai pas bougé. Mais je dirais que le plus dur pour moi, ça a été la première semaine, les douleurs. La première semaine, ça, je vais pas vous mentir, et je l'ai dit même sur les réseaux, l'abdominoplastie. Je sais pas, tu me diras après pour la lipo ou les autres chirurgies et les BBL, mais moi, pour l'abdominoplastie, j'ai eu très mal, j'avais très, très mal. Toute la première semaine, donc je n'arrivais pas à me déplacer correctement, à marcher correctement. J'étais pliée comme ça parce on a tiré les muscles, donc j'étais comme ça. Pour aller aux toilettes, ça n'a pas été tout de suite. J'avais une sonde au début. Et puis, moi, c'était vraiment, parce qu'on m'a beaucoup posé la question au niveau de douleur, c'est comment douleur, en tout cas abdominoplastie, je vais pas vous mentir, ça fait mal, ça fait très très mal. Et par contre, bon, bien sûr, on donne tout ce qui est calmant et tout. Et puis je voulais pas sortir de l'hôpital parce que j'avais dit que j'étais restée 4 jours à l'hôpital, mais j'aurais pu rester moins. Il m'avait dit au bout de 2-3 jours, je pouvais partir si je le sentais, mais j'étais bien. J'étais dans ma chambre, les infirmières venaient, j'avais mes petites visites, je dormais, un peu de douleur là, on me mettait vraiment j'étais au calme et j'avais peur de rentrer à la maison et d'avoir vraiment mal. Donc je suis restée 4 jours où là, quand j'ai réussi à marcher un peu plus droite et tout, là j'ai dit c'est bon, je peux rentrer à la maison. Je sais pas comment c'est pour les BBL parce que j'ai vu des vidéos où les femmes doivent être sur le ventre, on peut pas s'asseoir. C'est plus long le temps de récupération en fonction des chirurgies. Ça varie, ça varie. Ça peut être souvent, ça part de 1 semaine pour certaines chirurgies. Clairement, il y a des femmes, elles se font opérer, je sais qu'il y en a qui font des liposuctions au bout de 5 jours. Il y en a clairement qui arrivent, qui se remettent très vite. Des fois, on n'a pas le choix aussi par le boulot. Pour le boulot, Pour d'autres interventions comme toi, tu vois, l'abdominoplastie, il faut vraiment attendre 1 mois. Le nez, c'est 10 jours. Le nez, qu'est-ce qu'on peut pas faire, par exemple, pour le nez? Pendant 10 jours, on a la telle, on a les conformateurs, on fait des tuyaux dans le nez. Avant d'enlever les voilà, donc on enlève ça au bout de 7 et 10 jours. Le lifting, c'est 3 semaines. Les paupières, c'est 10 jours. Les seins, je pense qu'ils dureront 3-4 semaines. Même, il y en a 2 semaines, on m'avait dit. Voilà. Et donc, dans chaque chirurgie, tu auras toujours des consignes liées. Donc, le ventre, on va dire, il faut porter la gaine pendant 1 mois, 1 mois et demi. Non, il faut que je fasse une parenthèse sur cette histoire de gaine. Quand on dit de porter la gaine, là, franchement, il faut être assidu. J'avoue que il m'avait dit 3 mois la gaine pendant... oui, c'était 3 mois non-stop. Genre, je l'enlevais juste pour aller la laver. J'avais acheté 2 gaines, justement, pour laver l'autre et tout. Donc, 3 mois non-stop. Et après, c'était soit je la mettais le jour ou soit la nuit. Et vraiment, quand je regardais sur mes recherches Google et tout, vraiment, apparemment, tu me diras, c'est vrai que les résultats sont meilleurs si tu portes la gaine le plus longtemps possible. Je sais pas si c'est vrai. Ouais, alors, que ce soit la gaine ou le drainage, peut-être on en parlera, mais voilà, c'est plein de petites choses qui vont contribuer à ton résultat. Au résultat. Mais c'est vrai que la gaine sur le corps ou le visage, ça aide vraiment, ça accélère le drainage. Ça permet, parce qu'on a, encore une fois, tu as ton image, il a décollé. Oui, non. Donc, il faut que ça se replace. Non, il faut que ça se recolle. Ça se recolle, c'est vrai. Donc, mais c'est vrai que c'était compliqué. Moi, je me rappelle, au début, je ne pouvais pas l'enlever ni la remettre toute seule. Donc, c'était ma mère. Donc, oui, déjà, même soyez bien entourés. Parce que au début, là, vous ne pouvez rien faire. Il faut vraiment avoir de l'aide avec des gens à côté qui puissent vous aider. Et puis j'ai oublié, par rapport aux douleurs, l'histoire de tousser, éternuer, rire. Non, mais tu peux pas. C'est-à-dire que tu ris, j'ai dit arrêtez, je veux pas rire, je veux pas je veux pas tousser. La douleur de tousser, la douleur d'éternuer, mon Dieu. Parce que ça contracte. Ça contracte les muscles, donc oh là là, ça bon, c'est pour l'abdominoplastie, j'avoue. Je sais pas, je pense pas pour le reste, mais
Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué de ne pas pouvoir. Ouais, même pareil, la chirurgie du périnée, pareil, on va te dire, il y a une période d'abstinence. Ah oui, on n'a pas parlé de la chirurgie du périnée, effectivement. Alors ça s'éloigne vraiment de mon domaine, donc je pourrais même pas, du tout aller dans non, le truc, mais c'est pour te dire que voilà, dans chaque chirurgie, il y aura toujours des particularités. Il faut vraiment respecter. Mais la réalité, c'est que je suis pas sûr que les patientes respectent tout le temps, tout. Ou en tout cas respecte vraiment le temps. Le temps, oui. Mais il faut vraiment le faire parce que c'est pas, on dit pas ça juste pour embêter. Non, quoi. C'est vraiment pour que le résultat soit optimum. Et moi, on m'avait dit, en tout cas pour l'abdominoplastie, que c'est 1 an après que tu vois vraiment le résultat. Voilà, souvent, c'est vrai que toutes les chirurgies esthétiques, souvent, le final, c'est entre 6 et 12 mois. 6 et 12 mois, oui. Il faut être patient. Il faut être patient. Ça sert à rien au bout de 2 semaines venir en disant docteur, ça sert à rien. Exactement. Ça sert à rien. Donc, pareil, ça doit être dit aux patients à la première consultation. Oui. Pour pas qu'on se dise, tiens, mais j'ai encore des trucs. Parce que je me rappelle, au début, j'avais encore ils appelaient ça les œdèmes. C'est ça. Et donc, des fois, je voyais j'ai dit, comment ça, mon ventre est gonflé, j'ai payé pour que mon ventre soit plat et tout. Et bon, bien sûr, il m'avait expliqué que c'est normal, les œdèmes vont se résorber et tout. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé les drainages lymphatiques qui m'ont vachement aidé aussi à réduire les œdèmes. Pareil, c'est pour ça que nous, au cabinet, on en fait le drainage, que ce soit pour nos patients ou pour d'autres patients. Tu peux expliquer comment ça, concrètement, c'est quoi un drainage? Alors, le drainage, à quoi ça sert? En fait, quand on opère, après une chirurgie, on a un œdème. Donc, en fait, pour cicatriser, le corps envoie plein de cellules pour faciliter la cicatrisation, pour accélérer. Du coup, ça crée un œdème, ça gonfle. Et le drainage lymphatique, c'est le fait d'aller par différents moyens, que ce soit par la main ou par des machines, évacuer cet œdème. Voilà. Donc, au cabinet, c'est soit les massages, soit il y a les machines à radiofréquence, la pressothérapie. En fait, il y a plein de techniques possibles pour faire le drainage. Nous, on privilégie un drainage un peu précoce, un peu rapide, en fonction des interventions. Donc, souvent, dès une semaine, l'idée, c'est pas d'être agressif, de sauter sur la patiente et de masser fort, mais c'est juste de faire des petits mouvements pour relaxer, et ça accélère vraiment Parce que celle qui me fait le drainage, elle m'avait dit qu'il y a des patientes, elles arrivent tard pour faire leur drainage lymphatique, et que c'est souvent le chirurgien qui dit non, pas besoin tout de suite, il faut attendre et tout. Et elle, par exemple, elle dit non, il faut commencer Après, assez tôt. ça dépend. Encore une fois, chaque chirurgien a son je ne peux pas juger, mais... Moi, j'ai commencé 1 mois après. Quand je me sentais aussi à l'aise et j'avais plus les douleurs. Par rapport, parce que toi, il y a la cicatrice, il y a tout ça. Mais du coup, en fonction des interventions, il faut généralement se faire drainer et ça accélère vraiment tout. Ça facilite. Pareil, à un moment... On peut conseiller des massages de cicatrices, pareil, pour assouplir la cicatrice. Donc, à faire soit à la maison, soit à faire par l'institution, la masseuse ou le cabinet où on part. Oui, alors justement, la cicatrice, parce que beaucoup ont peur, en fait, des cicatrices. Moi, c'est vrai que pour l'abdominoplastie, on touffe, donc moi j'ai une grosse cicatrice là, mais c'est sous les sous-vêtements, donc ça se voit pas quand t'es en maillot de bain ou sous-vêtements. Et je me dis que pour le bonheur que j'ai de re-rentrer dans mes habits, d'être à l'aise et trucs, franchement, pour moi la cicatrice n'a pas, enfin ça me choque pas, mais je sais que pour beaucoup la cicatrice c'est un problème. Oh là là, c'est gros ma cicatrice, on la voit, etc. et tout. Comment tu gères ça, toi? Mais ça, on peut pas faire de magie. Oui, c'est ça, on peut pas faire la magie. Donc, il y a la cicatrice, on essaie de faire la plus fine possible, la plus jolie possible. Mais s'il y a une cicatrice, il y a une cicatrice. Voilà, il faut bien expliquer. Donc, il y en a qui voilà, tout ça fait partie justement de l'explication. Donc, il y en a qui vont juste buter sur la cicatrice. Ah non, moi, je veux pas... Votre histoire de cicatrice, je suis pas dedans. Je veux pas de trace ici. Non, c'est bon. Voilà. Mais du coup, faut pas faire par défaut. Je veux dire, si c'est vraiment ce qu'il faut et que la patiente ne veut pas, bon, mais c'est pas grave. Elle réfléchit ou on trouve, où c'est vraiment une autre solution outre. Mais il faut pas faire quelque chose par défaut juste pour satisfaire. Parce qu'au final, les patients sont pas contents du résultat de ça. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. J'allais finir par les conseils. À part si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des choses que tu veux préciser, on va arriver à la fin sur les conseils. Non, après préciser, je pense qu'on a vu un peu tout, le début, le milieu, la fin. Tu as dit un truc important, c'est d'être entouré. Entouré, oui. Voilà, donc d'où l'idée, si on peut, c'est le faire à côté de chez soi, parce qu'on connaît son médecin. Moi, c'était important pour moi de le faire. Alors justement, parce que dans l'hésitation, tout à l'heure, on parlait des pays, est-ce qu'il faut faire au Maghreb, en Europe, etc. Parce qu'il y a des meilleurs chirurgiens. Aujourd'hui, en Afrique, on a de très bons chirurgiens qui font de très bonnes chirurgies. D'ailleurs, quand moi j'en ai parlé, les gens disaient, ah, tu as fait ça en Côte d'Ivoire? Je dis, bah oui, en Côte d'Ivoire et tout. Et moi,
en dehors du fait que déjà je m'étais renseignée sur lui et que j'étais rassurée, etc. et tout, c'était le fait d'être à côté de chez moi et de savoir que mes enfants pouvaient venir me voir à l'hôpital, que quand j'allais rentrer, j'ai fait comment on appelle ça, mon suivi chez ma mère. Enfin, mon poste opératoire chez ma mère après être sortie de l'hôpital, et elle était là pour m'aider dans tout, même aller me laver. Ma mère m'aidait à aller me laver, grande que je suis comme ça. Mais voilà, d'être à côté de chez moi, c'était vraiment un truc trop important pour moi. Ouais, c'est ça. En réalité, en Afrique, ça se faisait déjà avant. Je veux dire, ça se faisait déjà avant. C'est juste qu'il y a toujours ce côté tabou. Oui. Il y a vraiment de plus en plus de centres. J'espère qu'on sera encore plus nombreux. On commence un peu indirectement à être surspécialisé. Comme je te disais, c'est hyper important. Oui. Donc c'est ça qui attire aussi, c'est ça qui rassure. Ce qui rassure aussi, en tout cas c'est pour ça que je reçois moi beaucoup de patients, c'est que les gens comprennent justement que il faut aller vers un spécialiste qui connaisse sa peau, qui connaisse nos réalités. Donc pour le coup moi je reçois des patients qui viennent de l'étranger par rapport à cette demande un peu d'être peau noire, spécifique de la peau noire et métissée. Donc je pense que ça va continuer comme ça en Afrique à monter. Il faut que nous aussi les médecins on s'organise mieux, que ce soit un peu plus structuré, plus rassurant pour les patients. Moi je trouve personnellement que mieux vaut être à côté de chez soi avec sa famille qu'aller faire 3 jours d'un endroit où on ne connaît pas son chirurgien et de revenir et puis c'est fini. Donc voilà. Il n'y a pas de suivi derrière. Il n'y a pas de suivi. En tout cas, moi, je me voyais pas prendre un avion, partir 3 semaines, aller faire une anesthésie générale, être loin de ma famille. Non, c'était pour moi. Bon, après, il y en a qui le font, je ne juge pas. Voilà, bien sûr. Non. Après, pareil, on peut partir. Oui. Il y a des endroits qui sont top partout. Voilà, bien des sûr, endroits très bien. Mais c'est juste, il faut peut-être rester plus longtemps parce que les problèmes n'arrivent jamais au bout de 3 jours. Non, c'est ça. C'est bien après. Après, c'est une semaine, 10 jours que ça se désunit, tout ça. Donc, mieux vaut mettre plus d'argent, encore une fois, pour rester plus longtemps. Voilà, ou garder l'argent sur soi pour retourner. Effectivement. Pour retourner, c'est surtout ça. Donc, allez, mais peut-être prévoyez un peu plus pour, au cas où, quoi, pour revenir dans les bonnes conditions. Pas prendre l'avion avec tous les fils qui sont là. Je trouve que c'est pas confortable. Et il y a un autre. On va finir par les conseils et ça me fait penser à tout ce qui est alimentation. Parce que tu disais, c'est pas la magie. La chirurgie esthétique, c'est pas la magie. Moi, je sais que mon chirurgien m'a dit, d'accord, je vais faire ton ventre, tout ça, mais derrière, ça s'entretient. Donc, comment on entretient après? C'est pas la magie, comme on dit. Clairement, si avant, souvent, l'idéal, c'est d'opérer des patients qui ont commencé un processus un peu d'hygiène de vie correcte. Ok, donc c'est-à-dire sport. Un peu de sport, un peu d'alimentation correcte, le poids. Oui. C'est vrai que mieux vaut souvent on dit de ne pas opérer quelqu'un qui est en train de prendre du poids. Donc, si la personne te dit, il y a 1 an, j'étais à 80, maintenant je suis à 90, donc 10 kilos en 1 an, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Bah, oui. Voilà, donc l'idéal, c'est que le poids soit au moins stable. Et pour la suite, il faut entretenir le résultat. Peu importe où on opère, il faut entretenir le résultat. Oui, que ce soit les cuisses, les ventres, les seins, peu importe. Il faut entretenir. Donc, sport, hygiène de vie, le poids stable, les produits qu'on met sur la peau, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Sinon, en fait, les cicatrices vont mal évoluer. Parce que, grosso modo, 6 mois après, on peut tout gâter. Ok. Ben oui, 6 mois après, le goût double, on peut revenir. Si on a pris 20 kilos, et c'est un peu dommage, je trouve. Donc, c'est pour ça que la sélection du patient, mais ça, c'est côté chirurgien, est important parce qu'il y a des patients, il ne faut pas les opérer parce qu'on sait, au fond de nous-mêmes, qu'un an après, ça, c'est gâté. Et par exemple, si. Alors, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que après une abdominoplastie, par exemple, on peut avoir des enfants? Oui, ça n'empêche pas. Est-ce que ça n'empêche pas? Est-ce que le ventre revient? Oui, bien sûr. Ou alors il faut se refaire opérer. Non, mais si on a un enfant de 4 kilos, 5 kilos qui est là, forcément la peau va se détendre. Donc là, par exemple, si je fais un autre enfant, c'est le risque. Je dois repasser par la case. C'est le risque. C'est un risque. Okay. C'est le risque que ça se détende. D'accord. Ok. Donc c'est pour ça, souvent on dit d'attendre, souvent d'attendre un peu la fin des enfants pour faire. Oui, idéalement. C'est vrai. Voilà. Idéalement, c'est vrai. Et moi. Parce que ça fait des années que je réfléchis. Après Malia, j'avais réfléchi à faire l'abdominoplastie. Et il m'avait dit, quand j'avais à l'époque, c'était même pas lui, c'était quand j'avais commencé mes recherches, la personne m'avait dit, le chirurgien m'avait dit, madame, c'est mieux d'attendre de finir vos enfants. Exactement. Avant d'aller. Pour ma part, j'ai décidé que j'ai fini mes enfants, je vais pas en faire d'autres. Bon, après, je ne sais pas si ça arrive, ça arrive. Mais en tout cas, j'ai décidé, et c'est pour ça que je me suis aussi lancée à ce moment-là. Donc, c'est possible, ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est au chirurgien de dire, si on a, il y a des interventions, on a 25 ans, on veut se lancer, le chirurgien peut dire non, peut-être attendez. Oui, l'âge, c'est important.
parce que c'est vrai que je t'ai demandé, oui, le pourcentage de femmes et tout, mais au niveau des âges, si une fille parce que de plus en plus, les jeunes, avec les réseaux sociaux, justement, bien sûr, elles sont en mode, et ça, c'est dans les conseils, puisqu'on est sur la fin, 18 ans, elles se disent, elle est majeure, ah bah tiens, j'ai vu une photo de temps, je veux faire ça. Tu acceptes d'opérer une jeune fille de 18 ans? Qu'est-ce que tu penses? Alors ça, c'est vraiment... c'est pas facile. Quand alors moi, la moyenne au cabinet, c'est entre 35 et 50 ans, les femmes. Voilà, donc c'est plutôt, c'est plus âgé. Mais maintenant, chacun se bat, chacun se défend avec son argent. Donc tout le monde veut aussi, comme tu as dit, TikTok. Et souvent, c'est par les réseaux sociaux que les gens viennent en disant je veux ressembler à tel, parce que il y a des motivations qui sont des fois un peu limites. Je cherche du travail, je trouve pas, je veux me faire opérer. Je cherche un homme, j'arrive pas, je suis célibataire, je veux me faire opérer. Donc tout ça, c'est des motivations. Tu n'opères pas. En tout cas, bon, toi, tu n'opères pas, mais certains d'autres. Voilà, tu fais attention, tu analyses bien la maturité. Pareil, ça commence vraiment à la salle d'attente. D'accord. Mes filles, mes assistantes sont trop fortes pour ça. Elles décèlent. Voilà. Au téléphone, quand les patients rentrent, ce qu'ils racontent au téléphone, la maturité, d'emblée, elles vont rentrer, docteur, celle-là, non, tu vois. Et non, clairement, des fois, mieux vaut calmer ou proposer des solutions plus soft. Parce qu'elle a le droit d'avoir ses complexes. Il y a des gens qui ont des vrais complexes. Voilà, donc il y a des fois, c'est vraiment motivé, il faut y aller. Voilà, mais quand la motivation est un peu limite, ou là, il faut plutôt les guider ou demander. Alors, moi, des fois, je dis, est-ce que vous pouvez venir avec un parent? Ok, d'accord. Venez avec un parent la prochaine fois, pour être sûr vraiment de la motivation. Quoi. Ok. Alors, si on devait conclure, quels seraient tes conseils pour une maman qui hésiterait ou qui se poserait la question de faire de la chirurgie esthétique pour retrouver son corps après la grossesse? Bon, déjà, moi, je pense, premier conseil, c'est de ne pas culpabiliser. Si on se sent pas bien dans sa peau, on se reconnaît plus, ou en tout cas dans la vie intime, professionnelle, on manque de confiance, faut consulter. Il n'y a pas de honte, en réalité, tout le monde le fait. Homme comme femme. Homme comme femme. Donc, tout le monde le fait, il faut consulter. Deuxièmement, c'est ce que tu disais, c'est prendre le temps. Pour trouver son chirurgien, se renseigner, poser des questions du coup, voir différents chirurgiens, différents centres, s'assurer que ce soit un chirurgien qui a compris ses besoins, qui a compris sa peau, tout ça. Troisième, je pense vraiment insister sur le suivi. Voilà, se mettre dans les bonnes conditions pour avoir un bon suivi. Et puis, peut-être dernier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, mais qui est une réalité, c'est que c'est pas la magie. Voilà, c'est pas la magie. La chirurgie, c'est pas la magie. Donc, malheureusement, la grossesse va transformer le corps, mais la chirurgie, en fait, va aider un peu à se retrouver, mais ne peut pas tout effacer. Bien sûr. Voilà, donc ça va aider à se retrouver. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai parce que moi, je veux dire, oui, j'ai fait mon abdominoplastie, mais j'ai toujours mes vergetures. Je suis fière de mes vergetures. Voilà. Ça montre, voilà, mes maternités. Pas tout effacer. Mais c'est vraiment une question, voilà. Il y a des femmes qui vont s'accepter après la maternité comme ça et qui sont à l'aise avec leur corps qui a changé. D'autres qui vont être complexées par cela et qui veulent passer par la case chirurgie. Le plus important, je pense que c'est vraiment comment on se sent, peu importe si on veut transformer son corps ou pas, c'est vraiment comment on se sent, donc ne jugeons pas, voilà, celles qui veulent passer par la case chirurgie. En tout cas, renseignez-vous bien. Docteur Cheikh Diakité, merci beaucoup pour tous tes conseils, pour toutes tes explications. Je pense que ça va aider beaucoup à se décider ou alors à ne pas se décider, parce que ça peut aussi faire peur, hein, c'est la chirurgie quand même. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi. Vraiment, si on fait d'autres émissions comme ça sur le corps, sur retrouver son corps et tout, voilà. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez le contact du docteur, voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, etc. Je vous donnerai toutes les infos. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, un prochain épisode de Baby Maps, le podcast. Prenez soin de vous. Mouah.